cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, vous êtes sur ESAE Télévision et nous sommes le lundi. Le lundi, ça décrypte l'actualité internationale sur votre média préféré. ESAE TV, cet après-midi, la Côte d'Ivoire, l'Israël et la Chine s'invitent au débat. Pour décrypter toutes ces informations, j'ai avec moi le consultant géopolitique Morgane Assogba-Metondi. Bonsoir Morgane. Bonsoir Tatiana. Comme je l'ai dit souvent, l'actualité est riche de chez riche. Très riche. Nous démarrons par la Côte d'Ivoire présidentielle 2025. Serons-nous face à une équation difficile à résoudre? Présidentielle 2025, comment se présente le contexte actuel? Oh, l'équation difficile existe depuis très longtemps. Il s'agit juste d'une confirmation de cette équation qui est en train de se faire avec la dynamique du parti RHDP qui souhaite réellement que le président Alassane Ouattara soit représenté comme candidat et les perspectives d'une probable acceptation de ce dernier qui plane sur ces élections. De l'autre côté, vous avez l'armement, si on peut parler en ces termes, des partis d'opposition avec le PDCI et le PPAC mis ensemble. Et qui restent dans une dynamique de trop c'est trop. Donc il est clair aujourd'hui que l'équation difficile est confirmée en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est l'ingéniosité des acteurs politiques ivoiriens à pouvoir décanter la situation qui reste à être confirmée. Parce que si cette ingéniosité n'est pas confirmée, on est en train d'aller tout droit encore dans le décor, ce qu'on ne souhaite pas. Alors justement, on constate que nous voyons une classe politique ivoirienne très tendue, véritablement tendue. Est-ce que nous avons des craintes à avoir? Oui, les craintes sont là. Les craintes sont là. Et à un moment, les craintes étaient parties. Bon, vous savez, les craintes étaient parties parce que certains acteurs majeurs n'étaient plus dans le contexte. Aujourd'hui, c'est comme on dit parfois réveiller les vieux démons. Tous ces acteurs sont là, mais semblent être écartés, pour ne pas dire sont écartés. Semblent parce qu'il y a quand même un ensemble d'éléments administratifs et juridiques qui justifieraient le fait qu'ils ne fassent pas partie de la liste électorale. Mais on pense toujours à cette injustice ou cette exclusion simplement parce qu'il y a en dehors des tests, il y a le contexte. Le contexte qui est le capital politique de ces acteurs-là et de leur capacité à pouvoir influencer le cours des élections. Et une fois qu'il s'agit ici de ne pas leur permettre d'être candidat, de participer à la compétition, c'est quelque chose qui semble être difficile. Parfois, c'est même mieux de les laisser participer et de les battre sur le terrain. Pas de couture, si c'est possible aussi. Exactement. Donc voilà un peu autant d'éléments qui montrent que nous sommes dans une situation complexe et que les hommes politiques ivoiriens peinent à démontrer qu'ils ont retenu des leçons de tout ce qui s'est passé dans l'histoire politique de ce pays. Alors, la tension, le mercure qui monte, c'est autour de la radiation des listes électorales de déteneurs du parti de l'opposition, à savoir Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, sans oublier les Blé Goudé et les Guillaume Soro. Alors, je vous repose la question. Vous avez déjà dit que oui, on devrait avoir peur, mais là, je vous pose la question. Est-ce que les sueurs sont véritablement froides? Pas encore. Oui, il y a de la matière à s'inquiéter, mais les dés ne sont pas pipés.
dans le sens où tout reste aujourd'hui entre les mains du président Alassane Dramane Ouattara. Quelle sera sa prochaine décision? Quelle sera sa prochaine action? Tout dépendra de cela. Pourquoi? Parce que tout le monde est suspendu aujourd'hui à son initiative. Ce qui rend les conflits possibles, c'est bel et bien le comportement des acteurs majeurs de leadership. Et aujourd'hui, nous connaissons la position de l'ancien président Laurent Gbagbo, nous connaissons la position de Tidjane Thiam, nous connaissons la position de Charles Blé Goudé, qui n'est pas forcément dans la dynamique de combat. Et nous connaissons la position de Guillaume Soro. La seule position qui n'est pas claire aujourd'hui, c'est celle du président ivoirien. C'est celle du président ivoirien pour nous permettre de dire si les dés sont pipés ou pas. Alors justement, lorsque on parle justement de cette radiation sur la liste électorale au niveau de la vie politique ivoirienne, certains estiment qu'il y a quand même un poids de deux poids deux mesures. On a l'ancienne première dame Simone Yves Gbagbo qui, elle, n'a pas été exclue des listes électorales. Là, alors on se pose des questions. Son casier judiciaire a-t-il été nettoyé? On veut comprendre les tenants et les aboutissants. Oui, ceux qui font cette estimation ont de quoi faire cette estimation. Mais il faut comprendre ici, si on reste dans un contexte purement juridique, qu'on peut avoir du flou autour de la question et il y aura forcément le débat pour comprendre quels sont les arguments juridiques et administratifs qui permettent de ne pas déchoir l'ex-première dame de ses droits civiques, mais quand même de déchoir l'ancien président. Mais quand on s'inscrit dans une logique purement politique, on comprend naturellement pourquoi ça est ainsi. Pourquoi? Parce que le poids politique, le capital politique de l'ex-première dame n'est pas à comparer à celui de l'ancien président, à celui de Charles Blé Goudé, à celui de Tidjane Thiam et à celui de Guillaume Soro. Oui, mais est-ce qu'elle peut servir de joker? Parce que jusqu'à là, on ne sait pas si elle a rallié la mouvance présidentielle. Donc, peut-être, entre griffes, elle est toujours de l'opposition. Mais est-ce qu'elle pourrait servir de joker à l'opposition ivoirienne? Dans l'observation que je fais de la situation, je ne vois pas l'opposition ivoirienne se rallier derrière l'ex-première dame. Elle n'a pas encore réussi à fédérer l'ensemble des crédibilités. Il faut rappeler qu'elle est montée au créneau et elle a aussi dénoncé le fait qu'on ne permette pas aux autres acteurs politiques d'être candidats à ces élections. Donc, il n'y a pas question de la voir comme un joker pour l'opposition, puisque l'opposition a une position assez claire. La position est que, il n'y aura pas naturellement ce qu'ils appellent quatrième mandat et que les autres appellent deuxième mandat. Qu'il n'y aura pas cela, et ensuite qu'il est très clair pour eux qu'ils doivent participer aux élections, étant donné qu'ils ne comprennent pas ce qui leur reprochait de façon objective. Sur le plan des tests, ils ont tout un arsenal d'éléments pour remettre en cause les différentes décisions qui ont été prises. C'est clair que si on entame une bataille juridique, elle va prendre tout son temps et on serait déjà bien après les élections. Donc aujourd'hui, la seule option qui semble être viable pour cette opposition, c'est la rue. Et ça, c'est assez désolant. Alors, vous parlez de la rue, quand on regarde un peu ces exclus, ce sont quand même des poids lourds de la politique ivoirienne. Je veux nommer Guillaume Soro, je veux nommer Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Est-ce que ces exclus-là, n'est-ce pas le moment pour ces exclus-là de rallumer ce brasier? Vous avez parlé de la rue, vous avez parlé de la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'échiquier politique ivoirien, ces jeunes-là, ces ténors-là pourraient éventuellement rallumer les anciens brasiers? La possibilité, il n'y a plus aucun doute sur cet aspect-là. Ils ont même déjà le briquet en main et ils le tentent. Et ils sont en train de caresser le briquet. Et vous constatez dans les faits que la jeunesse
une partie de la jeunesse ivoirienne est réellement derrière ces acteurs politiques. Et donc, on ne peut pas retirer à ces jeunes leurs convictions profondes, parce que c'est la chose qui pourrait expliquer leur capacité à être mobilisés et à aller au combat et suivre les mots d'ordre. Donc, il y a un mouvement qui est réel, qu'on le veuille ou non. Quelle est la taille de ce mouvement? On ne sait pas. Je ne saurais le dire. Mais c'est un mouvement qui est capable de nuire à la stabilité et à l'ordre public si d'aventure on ne remédiait pas à cette situation politique assez complexe. C'est une problématique politique, ce n'est pas une problématique juridique, ce n'est pas une problématique administrative, c'est une problématique purement politique et qui nécessite une intervention politique d'une seule institution, l'institution du président de la République. C'est le seul capable de changer la donne ici. Alors, on connaît l'homme Blé Goudé, on sait comment il a été actif dans les années 2010-2012 du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, on se pose la question aujourd'hui, après son passage du côté de la Haye, avec le recul, est-ce qu'aujourd'hui, le consultant géopolitique que vous êtes, vous croyez qu'il a encore cette capacité, cette force-là de pouvoir mobiliser la jeunesse ivoirienne par rapport à la présidentielle, vu que nous avons quand même des exclus qui ne pourront pas participer jusque-là, en attendant le mot qui viendra du chef de l'État? Oui, il faut dire que la capacité de mobilisation existe. Toujours. Oui. Vous en êtes sûr? Certain. Mais c'est l'homme qui a, d'une certaine manière, changé dans son approche. Vous savez, il a dit à plusieurs reprises, il a même démontré à plusieurs reprises qu'il n'est pas dans une dynamique aujourd'hui d'affrontement. Pas d'affrontement. Il considère que c'est beaucoup plus un sacrifice de la jeunesse pour des questions qu'on peut régler autrement. Je pense que le recours à cette politique de faire descendre les jeunes dans la rue est un recours qu'il considère être le dernier, l'ultime. Pas quelque chose qu'il faut agiter comme ça. Maintenant, est-ce qu'il ne viendrait pas à le faire? Lorsque vous voyez un peu sa démarche, parce qu'il n'y a pas longtemps, il s'est rendu au Sénégal pour rencontrer le Premier ministre Ousmane Sonko et a même donné une interview au Sénégal. Il a montré à quel point il est venu apprendre à l'école du Sénégal auprès... Oui, mais est-ce qu'il peut véritablement apprendre du côté du Sénégal quand on sait quand même que le Sénégal a une vieille tradition démocratique, ce qui n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple? Alors, par rapport à la tradition démocratique, il est clair que le Sénégal est une école. Mais par rapport à la participation citoyenne, surtout dans les questions politiques et la ferveur de ces citoyens dans les rues, il faut dire que la Côte d'Ivoire a fait ses preuves. Bah oui, juste dans les années, à partir des années 2000, mais quand on sait qu'au Sénégal, c'est une vieille tradition qui date de Mathusalem quand même. Ce n'est pas seulement cette situation qui pourrait empêcher de rééditer l'exploit du Sénégal en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs autres facteurs. Et parmi ces facteurs, il y a le caractéristique même, ou les caractéristiques même, du PASTEF. Quand vous prenez le PASTEF comme un parti politique, l'animation de la vie politique par le PASTEF n'est pas récent ou ne date pas d'aujourd'hui, de l'époque de l'accession à la présidence de Diomaye et de Sonko. On a vu le PASTEF être dans le Parlement, on a vu le PASTEF critiquer beaucoup de choses, proposer des solutions. On a réellement vu le PASTEF dans ce rôle d'animation de la vie politique, ce qui n'est pas forcément le cas en Côte d'Ivoire lorsque vous regardez la plupart des partis d'opposition. Quand vous prenez le parti d'opposition de l'ancien président Gbagbo, c'est récent. Le PPACI. Le PPACI est récent. Quand vous prenez le PDCI... ils n'ont jamais véritablement fait l'opposition. Exactement. Donc, en matière d'animation de la vie politique, il y a de la matière encore à revoir. Et quand vous prenez le mouvement, pour ne pas dire le parti politique de Charles Blé Goudé,
c'est pareil, le COJEP. On ne peut pas dire aujourd'hui avec certitude et conviction que en matière d'animation de la vie politique, de participation... Oui, mais la question c'est de savoir est-ce qu'ils ont des coudées franches pour pouvoir véritablement participer à la vie politique de la Côte d'Ivoire. C'est la grande question. Et certainement à cause de cette question et d'autres facteurs que nous avons mis en exergue ici, on voit ce qui s'est passé au Sénégal se reproduit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas gagné d'avance. Alors, ce à quoi on peut assister en Côte d'Ivoire, c'est ce à quoi on a déjà assisté. Et ça, c'est inquiétant parce que après 10 ans et bien plus... 15 ans, hein? 15 ans, oui. 15 ans. On est censé avoir dépassé cette étape-là, aussi bien au niveau des acteurs politiques qui sont toujours les mêmes, qu'au niveau des populations qui n'ont pas encore guéri de tout ce qu'on a eu comme perte en vie humaine. Donc, je pense qu'il y a quand même un besoin... il y a eu des charniers, le charnier de Yopougon. Exactement. Il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine et beaucoup de familles ont été affectées, continuent d'être affectées jusqu'à présent. Et on a l'impression qu'on prend les mêmes. Et on recommence. Alors justement, en parlant de prendre les mêmes et de recommencer, nous avons tous suivi le discours de l'ancien président Laurent Gbagbo lors de sa récente sortie à Port-Boué où il disait « Est-ce qu'ils savent que je m'appelle Laurent Koudou Gbagbo ?» Alors vous, l'analyste géopolitique que vous êtes, est-ce que c'est des sous-entendus? Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce rappel fait par l'ancien chef d'État ivoirien? Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait comprendre et souvent la compréhension varie d'une personne à une autre. Mais il y a des choses qui sont assez claires. Le président ou l'ancien président Laurent Gbagbo ici rappelle sa capacité politique, son capital politique, montre à quel point ce n'est pas un capital qui est fondé sur du néant, mais qui a une histoire derrière ce capital politique qui remonte jusqu'à son père. Et qu'il a contribué et qu'il a résisté à plusieurs phases politiques. Il a fait la prison, il est allé à la CPI, il est revenu. Et donc, derrière tout ce rappel, on peut sentir le message du « je n'ai plus rien à perdre et je ne vais pas me résigner ». Maintenant, à entendre violence, ce n'est pas donné d'avance. Pourquoi? Parce que la violence ne se fait pas seule. Pour qu'il y ait violence, il y a action et réaction. Ce n'est pas un seul camp qui fait violence sur lui-même. Donc, je pense que tous ceux qui considèrent ces propos comme des propos incitant à la violence s'éloignent un peu du contexte réel de ces propos. Ce sont juste des propos qui mettent en garde par rapport à l'intention et la détermination de l'acteur qu'est l'ancien président Laurent Gbagbo. Et surtout, on peut dire que c'est un discours qui non seulement attire l'attention sur sa détermination, mais montre à quel point il a suffisamment de ressources et souhaite que les vis-à-vis n'aillent pas jusqu'à un certain niveau. D'où trop c'est trop. D'où trop c'est trop. Et je pense que... Oui, mais justement, est-ce que ce trop c'est trop-là, vous arrivez à le décrypter? Est-ce que vous arrivez à lire entre les lignes de ce trop c'est trop? Oui, ce trop c'est trop est assez clair. Ce trop c'est trop renvoie simplement à 3 aspects de la vie politique en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire de la vie en général. Le premier aspect, c'est la tradition politique et démocratique. Il estime qu'il y a plusieurs paramètres de cette tradition politique et démocratique qui ne sont plus respectés. Deuxième aspect, c'est la gestion de la participation des acteurs politiques à l'animation de la vie politique. Il estime que le fait qu'il pourrait comprendre que ce soit lui, peut-être Laurent Gbagbo tout seul, qu'on ait écarté et qu'il y a quand même d'autres compétiteurs qui sont dans la course, qui pourraient comprendre que peut-être ce soit de façon objective une autre candidature, mais lorsqu'on écarte pratiquement tous les acteurs capables de compétir, il n'y a plus de compétition et donc ce n'est plus dans l'esprit démocratique.
Alors justement, moi, vous parlez de compétiteurs, vous parlez de compétition. On sait que de tous ces leaders politiques ivoiriens, il n'y a que il y a que Guillaume Soro qui est en exil aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que lui seul, pour avoir cheminé quand même, pour avoir d'abord aidé le président Ouattara à venir au pouvoir et pour avoir cheminé avec lui depuis son exil, il pourrait quand même faire mouche? Naturellement, l'individu n'est pas celui qui pose problème au système. C'est le système derrière l'individu qui est réellement l'élément ici qui fait peur aux gens d'Abidjan. Exactement. Donc, certes, il est en exil, mais il a toujours des éléments qui sont en Côte d'Ivoire et qui souhaitent... Est-ce que ces éléments ont une capacité de nuisance? Naturellement, puisque Guillaume Soro, au même titre que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Alassane Ouattara lui-même ont contribué à faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est. On ne peut pas parler de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire sans parler de ces personnes-là. Aujourd'hui, quand on parle de l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire en matière politique, c'est Guillaume Soro, c'est Charles Blé Goudé, c'est Laurent Gbagbo, c'est Alassane Ouattara, c'est Henri Konan Bédié qui est déjà parti. Et donc, ces éléments restent et demeurent avec un capital politique très considérable. Alors, parmi ces acteurs, il y a également le président du PDCI que certains estiment que c'est un monsieur propre. Donc, quand on est propre, on ne peut pas accéder à la magistrature d'un pays. Je pense que c'est une analyse qu'on peut comprendre. Hein, mais lorsque vous voulez aller en profondeur, il ne s'agit pas de la propreté forcément entre griffes. Mais il s'agit surtout de la capacité à comprendre comment le système fonctionne. Vous savez, il y a l'idée démocratique et politique générale, c'est-à-dire la politique et la démocratie de façon générale et globale se déroulent de telle façon. Voilà les valeurs démocratiques, voilà les principes démocratiques. Maintenant, il y a la contextualisation de ces idées et ces valeurs démocratiques qui varie d'un État à un autre. D'un individu à un autre également. Oui, et vous ne ferez pas la politique ou vous ne ferez pas la démocratie en Côte d'Ivoire comme vous le ferez en France. Parce que c'est la France, c'est les Français, et de l'autre côté, c'est la Côte d'Ivoire et c'est des Ivoiriens. Il y a des réalités du système, et il faut dire que par rapport à ces réalités du système, probablement, le candidat Tidjane Thiam, n'est pas forcément le mieux placé dans sa maîtrise. Ce qui explique d'ailleurs que même au sein de son parti politique, on est M. Louis Billon qui a estimé qu'il n'est pas forcément celui qui devait représenter le parti politique à ces élections-là. Donc, il y a de la matière à montrer que sa capacité de maîtrise du système ivoirien a fait défaut dans sa participation ou la mobilisation de son parti politique pour les élections à venir. Mais toutefois, il y a toujours un jeu à faire et en se ralliant au PPACI de Laurent Gbagbo, ils sont en train de mettre sur place une dynamique qui mérite quand même l'attention. Comme dirait l'autre, est-ce que c'est véritablement maintenant que le PDCI RDA fera l'opposition en Côte d'Ivoire? Non. Parce qu'entre-temps, on ne sait pas, c'était mi-figue, mi-raisin. Oui, mais ce n'est pas... vous savez, le rôle de l'opposition, d'abord, ce n'est pas forcément la conquête du pouvoir. C'est le métier de l'État ou des gouvernants dans une logique constructive de développement. Donc, quand on est dans l'opposition, on contribue à la gestion de la chose publique, même si on n'est pas aux affaires. Et ça, c'est un rôle que la plupart des partis politiques africains n'arrivent pas à jouer. On veut être à la mangeoire. Et ça, ils ne réfléchissent pas forcément, du moins on ne voit pas des réflexions sur ce sujet et des actions dans ce sens. Et je pense que c'est cela l'opposition. Maintenant, quand il s'agit de pouvoir faire bloc au parti au pouvoir et conquérir le pouvoir et diriger le pays, je pense que c'est là où on voit la plupart des partis politiques. Et dans le cas d'espèce, le PDCI
est très loin de pouvoir se retrouver au leadership de la Côte d'Ivoire à la fin des échéances présidentielles prochaines. Même si aujourd'hui, on arrivait à rebattre les cartes et permettre à tous les candidats de se remettre en lice, c'est pas forcément évident parce que les tendances, exactement, puissent conquérir le pouvoir. Les tendances sont partagées et les acteurs sont réellement déterminés. Alors, on parle de présidentiel, on parle d'Alassane Ouattara qui est une fois encore désigné candidat par son parti pour deuxième mandat, pour les Ivoiriens, quatrième mandat. Alors, est-ce que c'était une évidence pour vous? Alors, de façon assez désolante, je pense que l'évidence se dessinait. J'aurais vraiment aimé, mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Mais pour l'analyse que je suis, cela aurait été assez constructif de voir le président Alassane Ouattara, après un bilan qui semble assez élogieux, passer la main à un autre acteur de son parti politique et se retirer et observer, contribuer en tant que sage de la Côte d'Ivoire. Mais je suis en train de constater qu'il y a plusieurs facteurs, encore plus de facteurs qu'il y a eu à la dernière fois où il a parlé de cas de force majeure. Aujourd'hui, il y a plus de facteurs. Et le président Laurent Gbagbo l'a ironiquement déclaré, je ne peux rien faire, j'ai perdu quelqu'un en cours de route. Mais là, maintenant, est-ce qu'il y a un quatrième? Est-ce qu'il y a encore mort d'homme? Non. Et justement, il y a une ferveur, apparemment. Ça, c'est ce qu'on voit, ce qu'on nous montre. Il y a une ferveur autour de la candidature du président Alassane Ouattara. Et cette ferveur aussi nous oblige à réfléchir, à se poser des questions de savoir qu'est-ce qui réellement explique cette ferveur. Est-ce le bilan? Si c'est le bilan, il ne l'a pas fait seul. Il a certainement travaillé avec une équipe, des gens qu'il a pris le temps d'initier à la gestion de la chose publique et qui devraient être capables de le faire. Y a-t-il des enjeux sur la scène internationale qui obligent qu'il soit président? Si ce sont ces enjeux, on peut comprendre. Pourquoi? Parce que la culture de coopération parfois s'appuie sur un facteur très déterminant qui peut être soit un individu ou soit un contexte. Donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que réellement il y a cette mobilisation autour de sa candidature. Alors, lorsque vous regardez un peu, lorsque le week-end est coulé, vous avez un peu regardé cette vague orange et blanc du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'au niveau du RHDP, il n'y a pas des têtes bien faites? Il n'y a pas de candidats, de personnalités qui puissent véritablement remplacer le président Alassane Ouattara? Oui, je pense qu'il y en a suffisamment parce que lui-même parle d'une demi-douzaine et d'autres acteurs. Mais qui ne sont pas en mesure de battre éventuellement l'opposition? Mais c'est ça la problématique. Aujourd'hui, la vraie problématique, c'est la capacité des acteurs politiques du RHDP à réellement pouvoir contribuer de façon efficace à maintenir le parti à la tête des différentes institutions de leadership de la Côte d'Ivoire. On a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, quand vous regardez aujourd'hui de façon assez objective sur la scène politique ivoirienne et vous regardez ceux qui sont membres du RHDP, vous voyez des personnes qui se dégagent, qui sont des têtes bien faites, qui ont la tête sur les épaules et qui peuvent éventuellement diriger. Mais vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas forcément le même capital politique que Alassane Ouattara. Okay. Et que si ces personnes venaient à être désignées, il y a de fortes chances qu'il y ait une sorte de dislocation interne au niveau du parti politique. Donc vous vous rendez compte qu'il y a réellement... Donc aujourd'hui, lorsque je vous écoute, le RHDP, la figure emblématique, c'est Ouattara. C'est Ouattara. S'il venait à partir, il n'y aura plus de RHDP, c'est ça? Il n'y aura plus de figure emblématique. Il y aura toujours le RHDP. En fait, la Côte d'Ivoire se retrouve dans un système où chaque acteur politique majeur reproduit ce qu'a fait
l'ancien président Houphouët-Boigny. Vous savez, au décès d'Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire est partie dans tous les sens. Simplement parce que, aussi, à son époque, il n'avait pas pris la peine forcément de préparer un dauphin. De préparer un dauphin. Quelqu'un qui avait la capacité. Ça, c'est propre à l'Afrique francophone, ça. C'est une problématique assez profonde. Effectivement, quand vous attirez l'attention sur l'Afrique francophone, je pense que vous avez largement raison parce que lorsqu'on regarde l'Afrique anglophone, on regarde la culture au Ghana. Au Ghana, oui, vous avez des acteurs politiques. Au Nigeria, pareil. Au Nigeria, c'est pareil. Il y a des partis politiques qui ont plusieurs acteurs. C'est des partis politiques forts et non des hommes forts. Exactement. Et ça, c'est très important, contrairement à l'Afrique francophone et en l'occurrence en Côte d'Ivoire. Donc, Alassane, le président Alassane Dramane Ouattara, est en train ou a reproduit la dynamique politique ou la structuration politique d'Houphouët-Boigny. Pareil, hein, de l'autre côté des opposants. Quand vous regardez... tout le monde s'agrippe autour de Laurent Gbagbo. Exactement. Laurent Gbagbo, quand vous prenez le cas de Tidjane Thiam, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas l'unanimité autour de sa candidature. Il a même été conduit devant les tribunaux par un membre de son parti politique. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas forcément cette capacité à préparer un ou deux leaders dans un parti politique qui arrivent à fédérer les autres acteurs des partis politiques autour de la vision de ce parti. Alors aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu, lorsqu'on scrute tous le paysage politique ivoirien, est-ce que nous tendons vers des élections Pardon, C'est bon, je peux? Alors, lorsque vous regardez un peu le paysage politique ivoirien en tant que consultant géopolitique, est-ce que nous tendons vers des élections sans opposition? La tendance existe, mais la probabilité est faible. Elle est faible, pourquoi? Parce qu'il y a la détermination de cette opposition qui est de côté. Et quand vous regardez la détermination qui se dessine, il n'y aura pas d'élection sans opposition. C'est ce qui est en train de se dessiner et c'est ce qui fait planer autour de cette élection ou ces élections le doute ou la crainte d'une situation peu appropriée qui ressemble à du déjà vécu et non du déjà vu. Et donc ça, c'est une problématique. On a une opposition qui semble de plus en plus catégorique, déterminée, et en face, on a un parti au pouvoir qui semble aussi de plus en plus déterminé et qui semble ne pas avoir l'intention d'installer un dialogue politique. Donc, il y a tous les éléments qui pourraient composer les éléments pour un cocktail Molotov assez explosif en Côte d'Ivoire, ce que nous ne souhaitons pas du tout. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, la seule personne capable... qui a les manettes en main. C'est le président, son excellence, Alassane Dramane Ouattara. Alors, pour sortir de ce sujet ivoirien, aujourd'hui, tous les Ivoiriens lancent des appels à la cohésion, à la paix, à l'unité. Mais de vous à moi, cet après-midi sur ce plateau, est-ce que les acteurs politiques ivoiriens ont encore un semblant, portent encore un intérêt à ces mots-là? Oui, je pense qu'il y en a qui portent l'intérêt à ces mots. Et je pense qu'il y a de la sagesse en Côte d'Ivoire. Surtout lorsque vous regardez quand même le comportement et la discipline que la plupart de ces acteurs politiques de l'opposition ont eu jusque-là. Si ces acteurs avaient souhaité réellement retourner à l'expérience d'il y a quelques années, je pense qu'on aurait assisté à cela depuis très longtemps, parce que ce n'est pas la première fois que l'ancien président Laurent Gbagbo est candidat. Il était candidat juste à sa sortie, à son acquittement. Il a posé sa candidature, mais ça n'a pas été pris en compte. Au niveau de Blé Goudé, on sait quel est son capital politique de nuisance, mais il est calme. Donc, vous sentez quand même une volonté de faire preuve de maturité et de conscience de la part de ces acteurs de l'opposition. Maintenant, de l'autre côté, il y a une détermination, une volonté d'affirmation. Vous savez, en matière de leadership, la plupart des acteurs ont besoin d'affirmer qu'ils sont détenteurs de
pouvoir de maintenir l'ordre public. Et donc, ils sont en train de traiter le comportement de ces acteurs politiques. Vous croyez que l'armée ivoirienne est encore prête aujourd'hui à descendre dans les rues pour dissuader? Alors, au niveau de l'armée, il ne s'agit pas de savoir si vous êtes prêt ou pas. Quand vous Exécution? Oui, normalement c'est cela. Si je dois me fier au principe de l'armée. Mais je suis très content que vous posiez la question parce que en dehors ou en dépit de ces principes de fonctionnement de l'armée, il y a le bon sens. Et il y a aussi une évolution dans les formations qu'on donne aux militaires qui font qu'ils doivent se poser des questions. Est-ce qu'ils sont prêts réellement? Parce que ce sont leurs frères, ce sont leurs sœurs, ce sont les enfants. Et donc, ils vont certainement se poser la question que vous me posez aujourd'hui sur ce plateau. Et la réponse, ce n'est que ces militaires-là qui pourront la donner. Et ce serait difficile de refuser d'obtempérer lorsqu'une instruction de cette envergure est donnée. Et donc, la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est que ce soit ces acteurs du monde militaire ou d'autres leaders, c'est de trouver le moyen de désamorcer la situation pour qu'on n'en arrive pas à une situation où on leur donne une instruction, où il faudra faire le choix entre obtempérer et ne pas obtempérer. Vous parlez d'obtempérer, là nous allons du côté du Moyen-Orient, Israël, Iran, la grande escalade depuis le fameux 7 octobre, jusqu'où iront les deux pays. L'attaque du 7 octobre du Hamas a déclenché les hostilités, la pomme de discorde. C'est vrai qu'il y avait déjà des problèmes entre l'Iran et l'Israël, mais nous sommes tous quand même unanimes que le 7 octobre a quand même la pomme de discorde. Oui, vous savez, le 7 octobre est considéré réellement comme un tournant majeur dans la vie de cette zone géographique, mais surtout dans la vie d'Israël. Alors, le 7 octobre représente pour Israël, selon les propos des leaders israéliens, ce que le 11 septembre a représenté pour les États-Unis. Mais c'est pas pareil quand même. Bon, je suis d'accord avec vous. Si on va regarder plusieurs facteurs matériels, c'est pas pareil. Mais si on doit se fier aux sentiments, on peut comprendre cette déclaration parce que ce qui s'est passé le 7 octobre a mis en branle tout le système de défense et de renseignement même d'Israël. Parce que normalement, pour orchestrer une attaque de cette envergure, il y a toute une intelligence derrière, il y a un financement, il y a une préparation. Le 7 octobre n'a pas ressemblé à de l'improvisation. Et donc, on se demande, on s'est posé la question et on continue de se poser la question, comment est-ce que toute cette orchestration a pu échapper à l'attention du service de renseignement israélien. Et ça, c'est quelque chose que le Premier ministre ne disait pas jusqu'à présent parce qu'il va falloir qu'il rende compte, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain ou après-demain, lorsqu'il va se retrouver... Mais certains consultants géopolitiques comme vous estiment que c'était peut-être fait sciemment, c'était peut-être fait à dessein pour qu'aujourd'hui, Israël ait de la matière d'attaquer l'Iran comme c'est le cas. C'est une possibilité à prendre en considération, mais la probabilité est assez faible. Pourquoi je le dis? Vous savez, ce qui s'est passé a traumatisé Israël. Le peuple israélien a été traumatisé et cela a dérangé l'ensemble de la communauté internationale. Et donc, vouloir trouver les arguments pour en finir avec le Hamas et l'Iran, ce n'est pas au péril de tous ces vies qui ont été sacrifiées. Il y a plein d'éléments qui pourraient justifier le comportement d'Israël vis-à-vis de la décision de vouloir mettre fin à l'existence du Hamas et de l'Iran. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous remontez dans l'histoire, vous comprenez que depuis... Les relations au Moyen-Orient. Exactement, depuis 2006 déjà et bien avant, le Premier ministre n'a pas manqué d'attirer l'attention. Et donc, ils auraient pu trouver plusieurs autres arguments pour mettre fin au Hamas et au Hezbollah également. Exactement, au Hezbollah. Donc aujourd'hui, regardez l'argument qui est utilisé pour aller faire la guerre
à l'Iran. Oui, cet argument, lorsque vous regardez cet argument de près, vous comprenez que il semble être une coquille vide. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'établir que... Il y a des sites nucléaires. Non, que l'enrichissement nucléaire, le niveau d'enrichissement nucléaire de l'Iran est de nature à menacer la sécurité d'Israël. C'est pas possible. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les rapports même de l'agence qui s'occupe de l'enrichissement nucléaire, oui, cette agence parle de environ 60%, un peu moins de 60% en matière d'enregistrement. Et ça, c'est pas de nature, ça ne permet pas de fabriquer des bombes qui pourraient poser réellement des problèmes. Mais pourtant, Israël a décidé que c'était suffisant avec le soutien, qu'on le veuille ou non, des États-Unis, qui aussi sont entrés dans la danse. Vous comprenez qu'il y a autre chose que cette menace que constitue le nucléaire venant de l'Iran. Alors, consultant en géopolitique, j'insiste dessus, comment comprendre aujourd'hui que pour certains, l'Israël a tous les droits, mais pas l'Iran? L'Israël a le droit d'aller attaquer l'Iran, mais l'Iran n'a pas le droit de riposter. Pourquoi? Les intérêts et la géopolitique qui... C'est une nouvelle géopolitique? Non, elle a toujours existé, elle a toujours été là. Oui. Mais alors pourquoi aujourd'hui on met cette géopolitique en avant? Parce qu'aujourd'hui, on a intérêt à mettre cette géopolitique en avant et qu'il y a des acteurs qui ont décidé d'utiliser leur plein pouvoir pour passer à une autre phase de leur agenda. Vous savez, ce que le président Donald Trump permet aujourd'hui au Premier ministre israélien d'accomplir, il n'aurait pas pu faire pareil sous le leadership forcément des démocrates. Et peut-être c'est la seule fois dans sa vie qu'il aura l'occasion d'en finir avec l'Iran. Et c'est d'un intérêt très important pour Israël et pour les États-Unis, parce qu'on sait qu'entre les États-Unis et l'Iran, ce n'est pas gagné d'avance en matière de coopération. Donc, c'est juste une opportunité que chaque acteur aujourd'hui décide de saisir. Pareil du côté de la Russie et l'Ukraine. La Russie a saisi une opportunité dans un contexte géopolitique donné. Et il se pourrait que d'autres acteurs saisissent aussi ces opportunités-là. Quand vous regardez la Russie au niveau de l'Afrique, la Russie a saisi une opportunité. La France a été obligée de partir de cette... battre en brèche. Donc, on est dans la même dynamique géopolitique qui fait qu'aujourd'hui, il faut juste trouver un argument et aller chercher ce dont on a besoin. Israël a besoin que l'Iran soit réduit à une impuissance totale. Un peu comme l'Irak. Un peu comme l'Irak. C'est la même chose qui est en train de se produire pratiquement. Les États-Unis qui étaient allés en Irak, c'est pratiquement la même chose qui se pose aujourd'hui. Et après qu'on ait mis à terre l'Iran, la seule puissance sous-régionale restera et demeurera Israël. Alors justement, lorsqu'on regarde un peu cette géopolitique, comme vous l'avez dit, certains estiment également aujourd'hui que l'Iran a suffisamment laissé des plumes dans ce conflit qui a à peine commencé. Et d'un côté, le président Donald Trump qui nous a donné 2 semaines, mais qui, au bout de 2 jours, a décidé d'attaquer l'Iran. Est-ce que là, on peut véritablement dire que les États-Unis sont entrés en guerre? Ou alors, ils sont en train d'entrer en guerre? Les États-Unis, de façon indirecte, étaient déjà dans cette guerre, puisque en matière de coopération avec Israël, il est tout à fait établi que Israël a besoin des outils militaires des États-Unis. Les États-Unis ont besoin du renseignement israélien. Donc, déjà, de façon indirecte, les États-Unis étaient impliqués. Maintenant, avec ces attaques, il est clair que l'Iran, si l'Iran aujourd'hui doit riposter, vous savez, c'est justifié. Et le droit international permet à tout État de riposter en cas d'agression. Et là, on a quand même des attaques qui ont été lancées
sur l'Iran sans que l'Iran n'ait lancé aucune attaque sur les États-Unis. Donc, oui, les États-Unis ont mis leur pied dans cette guerre et pourraient faire les frais d'une quelconque éventuelle répression d'Iran. Maintenant, est-ce que l'Iran aura pas la capacité, puisque l'Iran a la capacité toujours quand même de faire un peu mal, mais est-ce que l'Iran aura je ne vais pas parler de l'audace, mais le courage de lancer une attaque contre les États-Unis? Parce que la riposte sera fatale et totale si on s'en tient là du coup tout de suite on aligne des mots, hein. Oui, si on s'en tient à la elle sera brutale, fatale et totale, parce que le président Donald Trump ne va pas du tout se ménager. Donc je pense qu'on est là face à une situation assez critique et que aucun autre acteur majeur de la scène internationale ne va forcément se lancer dans ce qui se passe là. Alors le silence coupable de la Ligue arabe, des pays arabes, c'est silence de cimetière, silence mort, on n'entend rien. Le silence même venant des BRICS. Pourquoi? Les intérêts. Les intérêts. Vous savez, je continue de le dire, Israël, en tant qu'État, est arrivé à développer un ensemble d'actions et de processus qui obligent tout État. Vous voulez me dire cet après-midi que les monarchies du Golfe pourraient éventuellement craindre que nous n'ayons plus de monarchies de ce côté-là, avec la capacité de nuisance d'Israël? C'est pas seulement craindre. Disparaître? J'en viens. D'accord. Israël a tellement mis en place le système aussi intéressant que celui qu'il a mis en place, qui fait que tout État qui tient à sa survie, et à ses intérêts, n'a pas forcément le courage de se lever individuellement contre Israël, vu la dynamique d'Israël. Vous voulez dire qu'ils font tous allégeance quelque part? Les États-Unis soutiennent Israël, pas parce que les Israéliens sont très intéressants physiquement. Les États-Unis ont des intérêts très solides. Et Israël, en tant qu'État, a la capacité de mettre en branle la survie de l'État des États-Unis. Le lien est tellement fort, le rapport au niveau des renseignements, au niveau de la technologie et tout le reste, le degré de coopération qui existe entre les États-Unis et Israël a atteint un niveau où, même dans l'erreur, les États-Unis sont obligés de soutenir Israël. Et les autres alors? L'Europe, n'en parlons plus. Celle que Donald Trump ne calcule même pas. Oui, l'Europe ne peut pas dire grande chose, objectivement parlant. Et il ne faut pas condamner les leaders européens qui ont du mal à critiquer ouvertement et avec beaucoup de ferveur le comportement d'Israël et à même agir à l'encontre de ce comportement. Disons, si un État veut agir, la seule chose à faire parfois, c'est de se taire et de regarder, d'observer. Pourquoi? Parce que oui, mais le président Emmanuel Macron ne se tait pas. Il est au charbon, il tweet, il laisse des messages. Oui, vous savez, c'est pour cela que je dis, il ne faut pas en vouloir à ceux qui ne disent rien ou ceux qui parlent de façon distante et qui n'agissent pas. Je suis d'accord avec les tweets, je suis d'accord avec les déclarations. Mais qu'en est-il de la coopération entre la France et Israël? De façon objective, lorsque vous vous retrouvez à ne plus épouser la vision d'un État qui est en train de se comporter de nature à violer le droit international, les droits de l'homme et tout ce qui va avec, vous ne faites pas que des déclarations. Vous prenez des actes, et ce n'est pas moi qui le dis. Même les élus français en ont parlé. J'ai vu des députés français dire au président, mais oui, vous parlez, mais vous permettez à l'avion du Premier ministre Netanyahou de survoler l'espace aérien de la France. Donc si effectivement vous étiez contre ce qui se passe de l'autre côté de Gaza, on parlait encore de Gaza à cette époque, vous aurez pu simplement et purement interdire que cet avion survole, surtout qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui. Alors, lors
de cette guerre, hein, on parle d'un triangle, Israël, États-Unis, Royaume-Uni. Là aussi, depuis, on n'entend pratiquement pas un son venant du côté du Royaume-Uni. Est-ce que dans ce silence, le Royaume-Uni épouse les idéaux des États-Unis par ricochet, celle d'Israël? Alors, il faut dire que dit tout de suite que le Royaume-Uni épouse les idéaux, c'est quand même remettre en cause, hein, la fibre d'attention par rapport aux droits humains, aux crimes contre l'humanité des Britanniques. Mais rappelez-vous que c'est ce triangle qui a donné naissance à Israël. La déclaration de Balfour, c'est une déclaration qui vient du Royaume-Uni. Et les États-Unis étaient présents lorsqu'on a créé Israël. Et donc, depuis cette création, il y a un lien solide qui ne s'appuie pas sur des sentiments, qui ne s'appuie pas sur des individus, mais qui s'appuie sur des intérêts majeurs. Et donc, ces intérêts majeurs aujourd'hui obligent la plupart de ces acteurs, que ce soit les États-Unis ou le Royaume-Uni, à rester inactifs face au comportement d'Israël. Maintenant, est-ce que rester inactif face à ce comportement, au vu au su de tous, signifie que derrière les coulisses, il n'y a pas de la démarche qui soit faite pour qu'Israël arrête? Je ne pense pas. Je suis persuadé que derrière les caméras, derrière les coulisses, que ce soit aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou dans d'autres chancelleries, il y a beaucoup qui est fait pour que Israël arrête ce que Israël est en train de faire. Et quand vous regardez la situation avec l'Iran, peut-être certains sont même en train de se taire parce qu'ils souhaitent que finalement il y a un changement de ce côté-là. Qu'il y ait un changement du côté de l'Iran. Alors, pour mettre fin à notre émission de cet après-midi, mettre fin au régime des Mollahs, certains estiment que ça passe forcément par l'élimination du guide suprême qui, selon certains, serait la dernière cible. Enfin, le cadeau que l'État hébreu ou alors les États-Unis vont donner à l'endroit du peuple israélien. Alors, vous en parlez comme effectivement si c'était réellement un cadeau et qu'on pouvait célébrer ce cadeau une fois là-bas. Certainement, ils vont le célébrer. Oui, c'est une analyse ou une façon de voir qui tient la route. Maintenant, est-ce que l'objectif ici, c'est de faire un cadeau à Israël ou l'objectif ici, c'est de libérer le peuple iranien? Encore que, est-ce que le peuple iranien est emprisonné? Tout ce que je peux dire ici, c'est que il y a un comportement qui, de façon objective, ne permet pas forcément d'atteindre la stabilité au niveau des peuples. C'est d'avoir des acteurs externes qui interviennent pour expliquer qu'ils viennent rétablir une certaine harmonie dans les valeurs culturelles et endémiques, hein, d'un peuple. Et là, le Mollah a certainement pris le temps de travailler à ce que la plupart, hein, des jeunes avec lesquels il travaille, avec lesquels il essaye de mettre dans leur esprit, dans leur état d'esprit, les valeurs même de leadership qu'ils devraient adopter. Il a travaillé certainement longtemps pour préparer ces jeunes à la relève. Donc, si aujourd'hui, on élimine le Mollah, c'est pas évident, le guide suprême, c'est pas évident que tout retourne en faveur de ces acteurs-là. Certainement qu'il a plusieurs jeunes et plusieurs acteurs, mieux même, qui ont déjà été préparés. On se retrouve dans un contexte un peu comme en Irak. Vous vous souvenez de ce que Saddam Hussein a dit aux Américains? La guerre sera très longue. Ouais. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui et on voit même ce qui se passe de l'autre côté, ce qui s'est passé avec les talibans en Afghanistan, on se rend compte que chaque fois qu'il y a une guerre de cette nature, les séquelles et les conséquences traversent le temps et des décennies. Voilà, c'est avec cette intervention de Morgane Assogba-Metondi, consultant en géopolitique, que nous mettons un terme à notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Et puis, nous avons parlé d'Israël et de l'Iran. Nous avons parlé de l'escalade
qui est là depuis le fameux 7 octobre et on s'est demandé jusqu'où iront les belligérants. Vous avez écouté les analyses faites par mon invité. Merci Morgane. C'est un plaisir, toujours. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour décrypter d'autres actualités. Ça se passe tous les lundis après-midi sur ESAE Télévision, la meilleure des web télé.